hello et salut, le magazine Vraiment Design, très déco, absolument mode et terriblement chic, c'est version française et c'est maintenant. Ils ont réussi à mettre Paris en bouteille avec la distillerie de Paris, zoom sur la distillation des spiritueux. Que ce soit dans son agence Love Edition ou aux côtés d'enseignes luxueuses, Jérôme Fayon-Dumas partage avec nous ses inspirations. Le repérage du jour est rafraîchissant et c'est sur la scène que ça se passe. Gonfler les bouées, c'est l'heure de la brasse coulée. Le chef pâtissier qui fait swinger les desserts du Meurice, c'est Cédric Grolet, un régal pour les yeux et le palais. Mais tout de suite, point de vue, un regard affûté sur les nouveautés stylées de la semaine. Innovant, pratique et écologique pourrait être la devise de l'Amazona. Cette marque propose d'envisager la beauté autrement en proposant des produits réutilisables et respectueux de l'environnement. Du coton en tissu en passant par l'éponge en racines de konjac ou encore les shampoings solides. L'idée, c'est la réduction maximum des déchets dans notre salle de bain. Avant votre MP3 ou même votre radio, il y avait le phonographe. Il en a fait tourner des têtes et des disques, tellement qu'un musée lui est consacré. Bienvenue au Phonomuséum. 250 machines en état de marche, affiches ou encore vinyles retracent l'évolution de ce drôle d'appareil qui en a fait swinger plus d'un. Dans la grande famille des livres de recettes, on trouve des pépites, comme Gastronogeek. Non, les geeks ne sont pas des drôles de personnages enfermés dans leur chambre devant leur ordi. Je vous assure, ils se nourrissent aussi et encore plus quand il s'agit de cuisiner des recettes inspirées du Seigneur des Anneaux, d'Harry Potter ou de l'univers des mangas, à consommer sans modération. Les créateurs du label de musique Cranes Records ont eu la délicieuse idée d'éditer les vinyles de leur groupe sur des supports plus originaux les uns que les autres. Associés avec 2 chocolatières basées à Montmartre, ils sortent un disque en chocolat à manger ou à écouter. Aucune surface ne leur résiste, ils se lancent même le défi du vinyle en béton ou en bois. Et on vous jure que ça marche. Des saveurs de mûres, de sous-bois, de cuir et bien d'autres encore sont mises en bouteille au cœur de la capitale. La distillerie de Paris nous explique ses recettes secrètes aux notes subtiles. Et non, nous n'avons pas fait un bond en arrière dans le temps. Nous sommes bien en 2017, au cœur de Paris, dans la seule et unique distillerie de la capitale. Encore impensable il y a quelques années, et pour cause, la ville avait tout simplement interdit l'implantation de distilleries jugées trop dangereuses. C'est donc une sorte de renaissance à laquelle nous assistons grâce à Nicolas et Sébastien Julès, 2 frères tous les 2 à la tête de cette micro-distillerie. La distillerie, elle date de 2015. Il n'y avait jamais eu de distillerie légale à Paris, c'était la toute première. Et avec mon frère, quand on a créé ça, l'objectif, c'était pas de revendiquer l'exclusivité de la distillation à Paris, mais plutôt d'aller chercher l'esprit créatif parisien et de l'exprimer à travers la distillation, qui est un espace de créativité assez incroyable. Ici, nous sommes bien loin des spiritueux classiques, du whisky 30 ans d'âge ou du millésime hors de prix. Sur les étiquettes, on trouve du rhum, du gin, du brandy, mais surtout, on respire des arômes d'agrumes, de pain grillé, de miel. L'idée, partir à la recherche d'arômes étonnants, surprenants et surtout inhabituels. Et quand on creuse un peu, on découvre que les gènes familiaux n'y sont pas pour rien dans cette entreprise. On est une famille qui a toujours été dans la gastronomie. Notre grand-mère produisait des fromages de chèvre, notre père venait du milieu de la boulangerie, pâtisserie, chocolaterie, quoi. On a vraiment cette tradition familiale dans la gastronomie. On est auvergnat aussi, donc ça joue un peu avec la boisson, etc. Et en même temps, on a eu une vraie passion qui est arrivée dans notre travail d'épicier, puisqu'à la base, on a les boutiques Jules Paris, nous sommes des épiciers, et il y avait cette volonté on s'est passionné pour les spiritueux. Une passion qui conduit les 2 frères à innover en inventant des vodkas trempés aux macérations d'agrumes ou de fleurs, des gin toniques sans tonique mais avec de l'eau gazeuse ou de la limonade. Un gin, ça se rapproche vraiment du métier de la parfumerie historique finalement. C'est-à-dire qu'on prend de l'alcool qu'on n'a pas fabriqué nous, qui est un alcool neutre, qui n'a pas d'odeur, pas de couleur, pas d'arôme, rien. Et on va l'utiliser pour ses qualités de super solvant. On va les mettre dans l'alambic. On va mettre dedans des éléments aromatiques qui peuvent être des fleurs, des épices, le genièvre, la baie de genièvre qui va être l'élément qui fait que c'est un gin. Et on crée finalement une forme aromatique. On va distiller pour n'en garder que ce qu'on appelle l'esprit de la matière, une matière élégante, aérienne. La distillerie produit aussi des alcools à base de sucre. On est très peu dans le monde à faire ça. C'est fait sur une base de sirop d'érable. Mais néanmoins, c'est quelque chose, on va dire, où on part d'un sucre
qui peut être le sucre du raisin, le sucre de la pomme, le sucre de la céréale, le sucre du sirop d'érable. On le met dans des cuves avec de l'eau, on met des levures, les levures vont manger le sucre et fabriquer de l'alcool. Ce vin-là, on va le mettre dans l'alambic, et l'alambic va favoriser l'alcool par rapport à l'eau. Donc on met quelque chose qui fait à peu près 10% d'alcool, et à la fin, on récupère quelque chose qui fait plus de 70% d'alcool. Et ça, c'est le fameux spiritueux. Encore une fois, on a été chercher juste l'esprit de la matière. Mais la vie de ces spiritueux ne s'arrête pas à la sortie de l'alambic. Une fois distillés, les alcools vont se reposer dans les barriques, ces tonneaux de bois qui vont donner à l'alcool tout son caractère. Quand les autres visent des vieillissements à 10 ans, 15 ans, 20 ans, nous, on est plutôt autour de 6 mois. Et on va designer notre spiritueux, finalement, en le faisant passer d'une barrique à une autre. First Angel, chaque barrique a même été baptisée en fonction de ses caractéristiques. Certaines portent même le nom d'acteurs célèbres. Si c'est revendiquer une distillerie parisienne juste pour le Made in Paris, il n'y a pas tellement d'intérêt. Par contre, aller chercher cet esprit parisien, le bouillonnement intellectuel qu'il y a, là on a vraiment un bénéfice énorme. Réunir dans un alcool l'esprit de la vie parisienne avec ses cultures, ses influences, un pari fou que les frères Jules semblent avoir bien relevé. C'est ce qui s'appelle mettre Paris en bouteille. De New York à Londres, en passant par Paris, Jérôme Faillant-Dumas fait tourner la tête des marques de luxe avec son goût prononcé pour les belles choses. Rencontre. Un goût certain pour les belles choses, un équilibre parfait entre le moderne et le classique, entrer dans l'univers de Jérôme Faillant-Dumas, c'est découvrir un design audacieux, très parisien. Une signature que le créateur a d'abord acquise auprès des grandes maisons comme Chanel ou Yves Saint Laurent. En 1999, Jérôme Faillant-Dumas crée l'agence Love Edition. Du packaging de luxe à la décoration d'intérieur, en passant par la création d'une collection de mobilier, le designer est un touche-à-tout. Entre Londres, Paris et New York, Jérôme Faillant-Dumas a su exporter le luxe à la française, à l'international. C'est donc à Londres que nous le retrouvons en pleine installation d'un showroom éphémère dans la boutique Vis-à-vis, un pop-up store où le designer installe sa collection de mobilier. Un cabinet de curiosités et une chambre à coucher seront présentés, même si pour l'instant l'heure est plutôt au carton et aux travaux. Un jour, Invisible Collection. Et Vis-à-vis m'ont dit « Pourquoi, Jérôme, tu ne créerais pas une collection ? Et en plus, tu pourrais y mettre tes meubles de haute couture. » Et ce qu'on est en train de voir sur le lit, c'est ça. J'ai voulu faire d'une manière surréaliste sur la couette 3 bouches avec une interprétation pixelisée de couleurs, or, rouge et une sorte de gris-vert. Il y a beaucoup de choses dans les parures et je trouvais que c'était de traiter le surréalisme, l'imaginaire et de dormir avec des bouches. Moi, j'aime bien l'idée. Quand je travaille un projet, c'est toujours un projet que je fais d'abord en me disant est-ce que je vais l'aimer pour moi-même et pour mon environnement, et après, peut-être par acte de générosité, j'ai envie de le donner aux autres. Mais avant de partager, il va falloir astiquer. On devra attendre encore un peu pour tester la parure. Le problème, c'est que si on est maniaque, on peut pas supporter que les choses soient mal faites. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est horrible. Horrible. Finalement, on fait un métier un peu obsessionnel. Une obsession pour le beau, pour le détail qui fait la différence. Un mantra qui guide chacune de ses créations, que ce soit pour le bouchon d'un flacon de parfum ou la décoration d'un appartement. Retour à Paris où le designer a installé ses bureaux. Aujourd'hui, l'agence travaille aussi avec de grandes marques de luxe, comme par exemple la maison Alexander McQueen. Dernière commande en date, le design d'un flacon de parfum commandé par la marque. Et en ce qui concerne l'or des plumes, ça c'est l'or définitif. Oui. C'est ce qui a été validé en fait par rapport aux alternatives qui avaient été faites. Le travail de création qu'on a eu à faire pour Sarah Burton, la directrice de création de McQueen, c'était faire le premier parfum pour McQueen sous sa direction. Donc c'était très important parce que Sarah nous avait donné un cahier des charges très précis
sur lequel nous devions respecter un travail sur la parfumerie dite traditionnelle, mais avoir un objet unique. Plumes dorées, flacons de verre noir, un sens du détail que l'on retrouve aussi dans la décoration d'intérieur. Ici, les matériaux choisis ont tous leur importance. On l'aura compris, Jérôme Faillant-Dumas est un amoureux des belles choses, un goût qu'il tient peut-être de sa mère. À quelques pas des bureaux de l'agence, le décorateur nous emmène dans un des lieux les plus prisés de la capitale. Il s'agit bien sûr du musée du Louvre. Bien plus qu'un musée pour le créateur, une véritable Madeleine de Proust. Quand j'étais petit, maman m'emmenait au Louvre, puisqu'elle était au laboratoire de recherche du Louvre. Et voilà, et j'ai un souvenir incroyable, seul. Je marchais dans ces couloirs, comme ça, accompagné maman. Et je voulais vraiment partager ça avec vous. Alors venez, je voudrais vous montrer le radeau de la Méduse de Géricault, qui est pour moi évidemment un chef-d'œuvre, et surtout un souvenir, parce que bien sûr il est énorme, mais quand j'étais petit il était encore plus énorme. C'est en se promenant dans le musée avec le décorateur que l'on comprend alors d'où vient son amour pour les œuvres intemporelles. Encore une obsession que Jérôme Faillant-Dumas applique dans chaque projet. Dépasser le temps et la mode, voilà la vraie particularité du designer. Bonjour Jérôme. Bonjour. Tout d'abord, il faut préciser que vous commencez là où d'autres de vos confrères s'arrêtent, par la beauté et pas par la fonction. C'est vrai que la beauté est quelque chose de très très important pour moi. Alors la beauté, après, comme on dit, chacun son mauvais goût. C'est-à-dire que moi j'ai peut-être des critères de beauté qui ne sont pas forcément universels ou les mêmes, etc. En tout cas, c'est vrai que j'aime profondément les choses soignées, élégantes, bien faites et qui ont aussi un sens, pas des choses gratuites. Jérôme, vous avez de qui tenir avec un grand-père peintre, une maman qui travaillait au Louvre dans le laboratoire de recherche. La beauté, c'est quelque chose, l'art en tout cas, c'est quelque chose qui était un truc sérieux chez vous. Alors maman était au laboratoire de recherche en tant que documentaliste. Elle avait beaucoup de chance. Elle a connu Malraux, Pierre Rosenberg qui était extraordinaire. Elle a connu Michel Guy, elle a connu Laclotte, elle a connu... Enfin, je pourrais vous donner une liste de gens qui ont été très très importants dans le monde culturel de notre pays. Alors derrière les Love Edition, il y a la signification des lettres, luxe, objet, visuel et environnement, mais il y a aussi Love, un hommage à Yves Saint Laurent avec lequel vous avez travaillé pendant 15 ans. Oui, 15 ans, c'est vrai. Alors d'abord, j'ai deux personnes qui ont été très importantes dans ma vie. Jacques Elleu, qui était le directeur artistique de la Maison Chanel, qui m'a appris beaucoup de choses. C'est lui qui a pu m'apprendre et m'expliquer ce que voulait dire respecter une maison, respecter une marque et comment la gérer en termes d'identité. Et puis en effet, une deuxième rencontre incroyable qui était Yves Saint Laurent lui-même et Pierre Berger, parce qu'on ne peut pas dissocier Yves Saint Laurent de Pierre Berger ou Pierre Berger Yves Saint Laurent. Et c'est vrai que j'ai travaillé pour lui, pour eux, pendant 15 ans et ça a été exceptionnel. Exceptionnel parce que c'était un monsieur qui respectait terriblement les gens qui travaillaient pour lui. Jérôme, justement, en parlant du détail, si on peut caractériser votre travail, si on peut l'englober dans un mouvement général, il y a cette recherche du détail, il y a une modernité, mais en même temps quelque chose qui reste dans des codes très classiques. Est-ce que c'est comme ça qu'on peut la définir un peu? Je sais, moi je parle plus d'intemporalité. C'est-à-dire que c'est vrai que j'ai une obsession, c'est le côté indémodable. Moi je suis un peu obsédé par ce premier élément-là. Et le deuxième, c'est aussi une manufacture, c'est-à-dire une fabrication irréprochable. Chez beaucoup d'autres, on parle d'inspiration, mais chez vous, c'est beaucoup plus une intuition, quelque chose que vous avez en vous, ce sens du détail, de la beauté, et que vous appliquez sur votre travail. Alors c'est peut-être par intuition, en tout cas c'est par envie. C'est-à-dire que quand je dessine des projets,
avec mes équipes, on ne fait jamais les choses seuls. Chaque projet est différent, mais je travaille vraiment comme si c'était pour moi. J'aime mon travail et j'aime mon métier dès le moment où je le fais avec beaucoup d'amour et de sincérité pour une autre personne. Comment vous faites pour rentrer dans l'ADN d'une maison, d'une grande maison française? Je ne voudrais pas que ça soit arrogant comme réponse, mais c'est vrai que j'ai l'impression que c'est très instinctif chez moi. Et comme j'ai beaucoup d'amour pour les marques et pour les maisons, c'est vrai que j'aime m'intéresser d'abord aux maisons en respectant leur ADN et dans ces conditions à essayer de respecter et de répondre à leurs questions. Merci beaucoup Jérôme. Merci à vous. Faute de pouvoir s'y baigner, on peut toujours y naviguer. La Seine offre un incroyable terrain de jeu aux marins d'eau douce parisiens. Balade paisible au fil de l'eau ou acrobatie musclée sur ski, ça va faire des vagues. Repérage, c'est votre rubrique dénicheuse de bons plans parisiens. Cette semaine encore, on a marché, couru, rampé, arpenté, cheminé, exploré les activités et les adresses rafraîchissantes de la capitale. Au programme, balade en bateau et sport de glisse. Alors, prêt à vous jeter à l'eau? Notre parcours débute sur le bassin de la Villette, un ancien port de commerce aujourd'hui devenu le cœur des activités nautiques de Paris. Ici, les bateaux défilent le long des quais et parmi eux, Canorama. Ils proposent des croisières de quelques heures à une journée entière. Tout au long de la promenade, des emblèmes parisiens sont à contempler, comme le cinéma de la Géode ainsi que les divers ponts et écluses qui animent le canal, le tout commenté par un guide. Cette découverte du vieux Paris, du parc de la Villette jusqu'au pont de l'Arsenal, offre des clichés uniques, comme le passage obligé sous l'obscure voûte de la Bastille. Une manière différente d'explorer la capitale que s'est également donné comme objectif la société Marins d'eau douce. Après 2 ans de réflexion, Nicolas Couder et Olivier Douin lancent un projet novateur, donner à tous la possibilité de naviguer en complète autonomie. Pour cela, ils mettent en place une trentaine de bateaux électriques sans permis, dont les tailles varient en fonction de l'âge et du nombre de navigateurs, comme ces petits navires accessibles dès 9 ans. En 1 heure, c'est une navigation qui est cantonnée à un bassin qui fait 1 km de long, le bassin de la Villette, donc la zone qui nous entoure ici. Et en 2 heures ou plus, en fait, nos clients vont pouvoir franchir le dernier pont-levant de Paris, le pont-levant de Crimée, qui est au bout du bassin, et vont naviguer tout au long du canal de l'Ourcq. Le but essentiel de Marins d'eau douce, c'est sortir de l'agitation parisienne et aller justement profiter du calme des canaux et du calme de ces grands parcs. Pour les plus sceptiques, n'ayez crainte, un briefing d'1 quart d'heure précède chaque balade pour faire un point sur les règles de sécurité et de navigation. Il y a des gros bateaux qui naviguent. Nous, nos bateaux n'ont pas la priorité et le but, c'est la bonne entente entre tout le monde. Donc on prend vraiment le temps d'expliquer à tout le monde comment on se comporte sur l'eau. On a, nous, des bateaux qui sont conduits par les équipes de marins d'eau douce qui font régulièrement le trajet pour voir si tout se passe bien. Et on est joignable aussi directement sur une ligne d'appel d'urgence qui permettent justement d'être en lien direct et d'être présent sur place en 5-10 minutes. Cette activité est proposée pendant 9 mois dans l'année, de mars à novembre, période durant laquelle petits et grands peuvent devenir leur propre capitaine de navire. Pour terminer notre balade, nous vous avons réservé une adresse décoiffante. Le Ski Nautique Club de Paris est depuis 2001 installé dans le bois de Boulogne, au pied de la passerelle de l'Avre. Créé par 2 frères passionnés depuis toujours par le ski nautique, Dominique et Thierry, originaires de Normandie, ne résistent pas à l'appel de l'eau lorsqu'ils viennent s'installer dans la capitale. Notre père nous a mis sur les skis, mon frère et moi, très tôt. Nous avions 4-5 ans. Mon père a fondé un club, une école de ski en Normandie, donc nous avons fait de la compétition jusqu'à l'âge de 20-25 ans. Et arrivé sur Paris, en région parisienne, fin des années 80, avec l'aide de la fédération, nous avons monté, mon frère et moi, cette école de ski. Amateurs ou professionnels peuvent y pratiquer au choix du ski nautique ou du wakeboard, et cela dès l'âge de 2 ans. On a une section baby ski. On met les enfants dès l'âge de 2 à 3 ans, on peut les mettre sur l'eau. Dès l'instant que l'enfant tient debout sur ses jambes, il tiendra sur les skis.
Alors si vous souhaitez vivre des sensations fortes tout en assurant votre bronzage, enfilez votre plus beau maillot et c'est parti! C'est au sein du Meurice qu'il opère en gourmandise. Le chef pâtissier Cédric Grolet jongle avec les formes et les saveurs pour des créations aussi bluffantes que délicieuses. Nous, on s'invite à son tea time. Le Meurice, ce célèbre palace parisien, cache dans ses cuisines depuis 2011 le nouveau nom de la pâtisserie française, Cédric Grolet. À seulement 31 ans, ce chef a été reconnu comme le meilleur pâtissier 2016 par ses pairs. Son secret, une cuisine audacieuse. Par exemple, sur un Paris-Brest avec de la cacahuète, je vais mettre un petit peu de fleur de sel. Ou alors du citron, je vais mettre une feuille de menthe ciselée. À chaque fois, je prends le sujet, je le pousse au maximum ce que la nature me donne. Et ensuite, j'ai mis une pointe d'audace à l'intérieur qui me permettra de dire « Waouh, c'est intéressant ». Cédric Grolet s'aperçoit très rapidement que son palais est attiré par le sucre. C'est tout naturellement qu'adolescent, il décide de réaliser son premier gâteau, un fraisier. Donc, du coup, j'ai fait le fraisier avec la pâte d'amande sur le dessus verte, écrit fraisier, les fraises apparentes avec la crème pâtissière vanille, le biscuit imbibé avec du jus de fraise. Et quand j'ai fait ça, mes parents m'ont dit vraiment « Waouh, mais tu as du talent !» Bon, je pense que tous les parents disent ça à leurs enfants, mais moi, j'avais vraiment ressenti un moment de plaisir quand j'ai fait ça. Le jeune Cédric se lance donc à l'âge de 14 ans dans un CAP pâtissier chocolatier glacier et continue sa formation jusqu'au brevet technique des métiers, la plus haute formation en pâtisserie. Un parcours scolaire brillant qui le mène tout droit chez Fauchon. J'ai voyagé dans le monde entier, je me suis occupé du recherche et développement, j'ai fait de la boulangerie, j'ai fait des macarons, j'ai touché à tous les postes. Et au bout de 6 ans, je me suis dit, je suis un garçon qui, quand on commence à être serein, quand ça commence à trop bien se passer, qu'il n'y a pas ce côté stress et objectif, eh ben c'est ennuyant pour moi. Donc j'ai envoyé mon CV une nouvelle fois à l'hôtel Le Meurice en tant qu'adjoint avec Camille Le Sec et Yannick Aleno. Donc ce qui s'est passé, c'est que j'ai fait 1 an avec eux. Camille Le Sec m'annonce au bout d'1 an, Cédric, je vais partir et j'aimerais que tu me prennes ma place. Il devient alors chef pâtissier du Palace et commence à travailler aux côtés d'Alain Ducasse, un mentor qui va changer sa vision de la pâtisserie. Les pâtissiers vont toujours rechercher le côté esthétique avant tout. C'est notre éducation, c'est de faire des gâteaux et les faire beaux. Aujourd'hui, Alain Ducasse a su me dire, c'est bien Cédric de faire des gâteaux. Il ne suffit pas de les faire beaux, il suffit de les faire, il faut les faire très très bons. Et ça veut dire très très bon pour lui, c'est très peu de beurre, très peu de sucre et avec une matière première très bien choisie. Le chef est un amoureux des pâtisseries traditionnelles parisiennes et pour les sublimer, tout se passe dans le dressage. Le Saint-Honoré, on a une base de feuilletage, on a des choux caramélisés, on a une chantilly, on a une crème pâtissière. On a toutes les bases de données que j'ai appris quand j'avais 14 ans. Donc le côté classique de chez classique. Mais mes professeurs ou mes patrons, ils ne m'ont jamais montré de dresser un Saint-Honoré comme je fais. Aujourd'hui, le Saint-Honoré comme je le fais, personne ne le dresse comme je le dresse. Et il est équilibré. Il est physiquement, il représente une belle fleur, un bijou. Il est dressé comme si c'était de la dentelle. Donc, c'est mon côté que j'aime, que je vais donner dans ma pâtisserie française. Donc, je revisite absolument rien. Je le respecte et je le mets au goût du jour. Voilà. Le chef aime la tradition, mais il aime aussi étonner. Exemple avec ce citron en coque de chocolat blanc, garni d'une mousse à la tequila et au tonique et au cœur de citron jaune. Ou encore avec ce Rubik's Cake, une création née lors d'un échange avec d'autres pâtissiers autour des gâteaux de voyage. Alors gâteau de voyage, moi, qu'est-ce que je me suis dit? Voyage, je m'en souviens avec ma famille, on voyageait dans la voiture avec mes parents et on était avec mes frangins à l'arrière et c'était un peu le Rubik's. C'était long la route, on en avait marre, on voulait juste arriver. Donc mes parents m'ont envoyé le Rubik's et on jouait pendant des heures avec ce Rubik's. Donc ça fait partie du voyage. Et on avait ce cake qui est à côté de nous et qu'on mangeait. Et donc je me suis dit, quand j'ai présenté ce dessert pendant le gâteau de voyage, je me suis dit pourquoi je ne ferais pas le Rubik's Cake. Et donc tout simplement, tous ces carrés sont associés à faire un cake. Donc à l'intérieur, on va y retrouver en haut et en bas une tranche de cake d'une saveur différente en fonction de la couleur du dessert. Et à l'intérieur, vous allez retrouver tout simplement une marmelade ou un caramel ou un praliné qui sera associé à la couleur. Le chef pâtissier qui aime repousser ses limites compte même ouvrir une boutique et sortir un livre.
De quoi nous mettre l'eau à la bouche. Version française est déjà finie, on se retrouve très vite et n'oubliez pas, restez chic toujours. Bye!